Stéphane Tremblay s'installe aux commandes du 96.9. Aujourd'hui, on va parler d'un meurtre qui est survenu il y a plus de 30 ans. Ne manquez pas le témoignage de cette dame. C'est la sœur de la victime qui se livre vraiment à cœur ouvert. Ça se passe vers 15h45. Juste avant, ce sera notre cinéaste et spécialiste en crimes non résolus, Stéphane Parent, qui va nous raconter les détails de cette histoire qui est très nébuleuse. The Alternative Radio Station 96.9. 96.9 CJMD Lévis. Cette semaine, avec notre spécialiste des crimes non résolus, Stéphane Parent, cinéaste également. Stéphane, bon vendredi. Bon vendredi, Stéphane. Stéphane, tu nous parles d'une autre histoire qui, malheureusement, n'est pas encore résolue et ça remonte à plusieurs années, là, aux années 1980 notamment. Oui, exactement. Écoute, Stéphane, c'est une histoire un peu abracadabrante, là, parce que moi, depuis que je fais des affaires, là, des dossiers non résolus, c'est la première fois que j'entends un dossier de disparition aussi bizarre. Écoute, c'est survenu dans la nuit du 7 au 8 août 1982. C'est une jeune femme de 19 ans qui gardait une petite fille de 2 ans. C'est un couple là qui était parti pour la soirée puis une partie de la nuit. Donc cette jeune fille-là, Diane Bélanger, qui était âgée de 19 ans, avait la responsabilité de la garde de cette petite fille-là. Le couple revient dans la nuit, vont manger ensemble avec la jeune fille des sandwichs ou de la pizza, bon, etc. Ensuite, tout le monde va se coucher, tout le monde va au lit, dont la jeune fille qui restait sur place. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé dans la nuit, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'appartement pour enlever cette jeune fille-là. Donc, il manquait un couteau de cuisine et la jeune femme est totalement disparue. Et ce qu'on a appris, c'est que le moustiquaire avait été découpé de l'intérieur. On s'explique pas ce qui s'est passé dans ce dossier-là et la famille n'a plus jamais entendu parler de cette femme-là, Diane Bélanger. Donc, j'ai parlé avec sa sœur ce matin. Tu auras l'occasion de lui parler un peu plus tard. Et ils sont sans nouvelles. Alors, s'il y a des gens là qui auraient déjà entendu parler d'une histoire d'une certaine Diane Bélanger, elle était au 2269 de la rue d'Orion à Montréal, c'est dans le centre-sud. Et c'est le même secteur là, que 2 ans plus tard, en 1984, là, qu'il y a eu la disparition du jeune Maurice Vien, qui habitait au 2142 de la rue d'Orion, un petit peu plus haut. Mais on fait pas de lien nécessairement entre les deux événements. Mais reste que c'est une histoire là vraiment bizarre parce que souvent, dans un cas d'enlèvement, si on enlève un enfant de 4, 5 ou 6 ans, ça se fait quand même relativement, je pense, assez bien. C'est ça, mais là, on parle d'une fille de 19 ans. C'est ça. Ben oui. Et là, le couple n'a rien entendu. Et ce que j'ai appris, ce qui m'a étonné aussi, c'est que l'homme en question, le conjoint de la dame, là. Ou le conjoint de la dame, il s'est enlevé la vie. Pas longtemps après les événements. Alors, c'est une histoire un peu nébuleuse, là, vraiment bizarre. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et puis, il n'y a pas d'autres informations là qui sont parvenues là, dans ce dossier-là. Alors, s'il y a des gens, par contre, qui auraient, même si ça fait longtemps, je sais, on le répète, là, mais les gens peuvent toujours contacter le service de police de la Ville de Montréal, là, qui est en charge de ce dossier-là, au 514-393-1133, 393-1133. Alors, ce que je pense, là, c'est que Ah, c'est ça que je veux savoir. Toi qui connais ça quand même puis qui en fait beaucoup, moi, qu'est-ce que je pense, vois-tu, c'est que je me dis qu'il y a un complice là-dedans.
Ben, je pense que oui. Est-ce que ça se peut que ça soit au niveau du couple? Parce que s'il y a personne qui a rien entendu, c'est quand même bizarre. Parce que découper un moustiquaire, en tout cas, il me semble que ça doit faire quand même du bruit, là. Ben ça fait pas tellement de bruit, mais si la personne se fait enlever, c'est sûr qu'elle va faire du bruit, elle va bouger, elle va manifester son désaccord de quitter, là. Tu sais, ça me semble être comme une histoire que la jeune femme de 19 ans a comme embarqué là-dedans. Était-elle forcée d'embarquer? C'est une autre histoire, là. Oui, exactement. Et ça se peut aussi que s'il y avait de la complicité là-dedans, qu'ils n'ont pas donné le choix, mais faut se rappeler là que à cette époque-là, il y avait beaucoup aussi de traite des blanches, donc des personnes là qui pouvaient être enlevées puis exportées, là, si on peut dire ça comme ça, là, à travers des réseaux de prostitution, là, soit à Toronto ou Vancouver. On en voit encore aujourd'hui là avec les jeunes filles de 16-17 ans là qui tombent sous les mains de pimps là, de gangs de rue. On en voit encore aujourd'hui, mais imagine aussi à cette époque-là, parce qu'une femme là de 19 ans disparaît pas comme ça, sans laisser de traces. Moi, je pense que, comme tu dis, là, c'était probablement bien organisé, bien planifié cet enlèvement-là, parce que je pense que c'est plus un enlèvement qu'une disparition. Comme je disais tantôt, le détail, il manquait un couteau de cuisine. Oui, on a peut-être mon raisonnement là, par rapport oui, tu as raison. On a peut-être voulu masquer là, des preuves. Masquer la scène, exactement. Et puis, tout ça, c'était déjà organisé, là, peut-être avec le couple en question, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est une histoire là, vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et puis, je sentais le besoin de le partager dans cette chronique-là là, aujourd'hui, parce que c'est quand même invraisemblable là, comme histoire. Puis la famille, là-dedans, sont vraiment dans vraiment quelque chose de complètement inconnu, dans le sens, sont vraiment devant aucun indice, là. Aucun indice. Il y a des policiers qui avaient travaillé beaucoup sur ce dossier-là. Même eux s'expliquaient mal là, comment qu'une femme de 19 ans pouvait disparaître comme ça. Et ils ont soupçonné, je pense qu'il y avait peut-être des soupçons comme nous là, au niveau du couple, mais il n'y avait pas de preuves, puis pas de témoins non plus, ce qui est quand même étonnant aussi. Oui, évidemment, là, ça se passait dans la nuit. Mais reste que c'est quand même une histoire là, vraiment nébuleuse. Puis, du côté des policiers, on continue à enquêter dans cette histoire-là, c'est un dossier fermé? Ben, je pense que faudrait poser la question peut-être à la sorte de la victime, mais moi je pense que évidemment les policiers, surtout un dossier de disparition, est-ce qu'à un moment donné ils ferment ça je le sais pas, mais je pense plus qu'il y ait vraiment d'enquête là-dessus. Mais je sais que la sœur Sylvie Bélanger, là, à qui j'ai parlé ce matin, elle me dit qu'il y a même un policier qui lui avait dit un haut dirigeant, mais ça ils n'ont pas de preuves encore. Mais ce qu'elle me disait, c'est que on aurait dit à sa mère que jamais ils vont retrouver Diane parce qu'elle est dans un sac à couchage dans le fond du fleuve. OK. Vois-tu, moi j'aurais pensé qu'elle était encore vivante. Et voilà, mais ça, encore là, le policier, pourquoi il a dit ça? Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de corps. Alors, puis là, la famille s'est demandé, est-ce que c'est vraiment un policier qui a appelé à cette époque-là, il y a 20 ans, je crois? Est-ce que c'est vraiment un policier qui a appelé ou c'est quelqu'un d'autre qui dit, regarde, tu ne la retrouveras pas? Parce que, en même temps, là, quand quelqu'un commet un enlèvement comme ça qui est quand même assez ciblé, là, parce qu'il fallait le savoir, là, que cette personne-là était là. Mettons que le couple n'a rien à voir là-dedans. Mais le couple était là, puis le couple dormait, là. Oui, exactement. Puis ils ont dit aux policiers qu'ils n'avaient rien entendu. Alors, c'est quand même bizarre. Moi, il me semble que quand c'est pour une agression sexuelle, ça se fait sur place. Normalement, l'individu va rentrer, va commettre son geste. Mais là, de là à rentrer, à découper le moustiquaire, enlever la personne, l'emmener avec elle, moi, je pense probablement qu'il y avait plus qu'une personne d'impliquée là-dedans. Mais oui, pourquoi ils n'ont pas sorti par la porte? On s'entend? Exact. Tu sais? Alors,
c'est quand même très nébuleux. Assez bizarre. Très nébuleux, effectivement. Alors, on n'a pas plus d'informations. Peut-être qu'en parlant avec sa sœur tout à l'heure, tu vas avoir peut-être quelques pistes. C'est intéressant parce que, comme je te dis, j'en fais beaucoup de dossiers de disparition, dont Julie Surprenant sur le dossier sur lequel je travaille présentement. Et écoute, une histoire de même, là, c'est de te faire enlever chez toi, là, dans l'appartement, et qu'il y a 2 personnes qui est dans la pièce à côté qui entendent rien, c'est quand même assez spécial. Oui, tu as raison, effectivement. Hey, Stéphane Parent, merci beaucoup. Et oui, après la pause, on va parler justement à la sœur de cette victime-là. On va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'eux comprennent dans cette histoire-là, parce que c'est très nébuleux. Merci Stéphane, et je te dis à la semaine prochaine. Merci, bon vendredi. Hey, what's up tout le monde? Ici Chalmo Jazz. Vous écoutez CJMD, la radio alternative à Québec. Talk, rock, hip-hop. Vous venez de l'entendre, juste avant la pause commerciale, nous avions notre spécialiste en crimes non résolus, Stéphane Parent, cinéaste. Il nous a parlé d'une histoire assez nébuleuse, probablement un enlèvement. C'est survenu dans le début des années 80 dans la région de Montréal. Diane Bélanger, qui malheureusement n'a plus jamais été revue après cette soirée-là. Et là, au bout du fil, nous avons sa sœur, Sylvie. Madame Bélanger, bienvenue à l'émission L'envers de la médaille. Oui, bonjour. Madame Bélanger, comment vous avez appris la nouvelle de la disparition ou l'enlèvement de votre sœur dans les années 80? Qu'est-ce que vous vous rappelez? Ça fait quand même plusieurs années, mais je présume que c'est toujours frais en votre mémoire. Oui, c'est toujours frais. Moi, je revenais d'un 6 semaines en Nouvelle-Écosse. Puis, c'est le lendemain de mon retour, je voulais donner des cadeaux à ma famille. Puis, à un moment donné, comme je savais que ma sœur aimait les oursons musicaux, j'avais dit à ma mère, t'appelleras Diane parce que je sais qu'elle aime ça, j'aimerais lui remettre son cadeau. Et vous, vous étiez plus vieille qu'elle? Plus jeune. Vous étiez plus jeune? Oui. OK, d'accord. Donc, c'était votre grande sœur, votre confidente. Donc, c'est un trou immense là, dans votre vie, ça. Oui, c'était... écoutez, quand vous dites de plus jeune à aller jusqu'à temps qu'elle quitte la maison, on a dormi dans la même chambre. Donc on parlait de tout. C'était la folie. On riait. On se contait des choses. Alors, pour moi, c'était plus qu'une sœur, c'était mon amie, ma confidente, exactement comme vous dites. C'est mon modèle aussi, parce que c'est une personne qui avait pas cette peur-là de jouir de la vie. Elle aimait beaucoup danser, elle avait pas peur des mots, même si c'était une personne réservée. C'était quelqu'un qui était quand même assez ouvert à certains moments. On vient de l'entendre, notamment avec Stéphane Parent. Ça s'est passé lors d'une soirée où votre sœur était partie garder, comme bien des adolescentes, puis comme bien des adolescents. On a tous gardé dans notre vie, mais malheureusement pour elle, ça s'est mal terminé. Oui, elle gardait la petite fille du couple. Puis... eux autres sont arrivés dans le début de la nuit. Alors, ils ont soit commandé ou, en tout cas, ils ont mangé quelque chose. Et suite à ça, ils ont tous été se coucher. Alors, le couple et l'enfant, eux autres, dormaient à l'avant. Puis, ma sœur, elle couchait à l'arrière. Alors, elle couchait là. Puis c'est arrivé entre 5 et 6 heures le matin. Est-ce que vous avez pensé qu'il y avait une histoire de complice derrière ça? Écoutez, avec tout ce que j'ai pu entendre, tout ce qui a été partagé avec le temps, oui. Oui, moi j'ai pensé ça, un complot, oui.
Surtout que le conjoint de la dame, dans cette histoire-là, le couple, malheureusement, le monsieur s'est enlevé la vie quelques années, je pense, après l'événement. Même pas quelques années. Donc, assez rapidement par la suite. Oui. OK. Et là, il y avait une histoire que il y avait un couteau qui manquait et un moustiquaire qui avait été découpé, mais par l'intérieur. Oui, vous connaissez bien votre sœur, là. Qu'est-ce que vous pensez qui a pu arriver? Écoutez, ma sœur, premièrement, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas d'alcool dans sa vie, il y avait pas, elle se tenait pas avec des gangs. Là-dessus, là, je sais vraiment, vraiment pas. À un moment donné, on a parlé soit d'un complot, soit d'une erreur de personne. Ça tournait autour de ça. Là. Les policiers, qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'époque et qu'est-ce qu'ils vous disent encore aujourd'hui si vous avez encore des communications avec eux? Ben, même encore dernièrement, l'enquêteur de l'époque, il l'a dit, dans sa carrière, oui, il en a vu des choses, mais ça, là, autant nébuleux que ça, autant mystérieux que ça, non. Non, parce qu'en plus, le couple se trouvait à l'intérieur de la maison lorsque votre sœur soit elle disparue ou s'est fait enlever, et on dit qu'on n'a rien entendu. Exactement. Exactement. Même l'enfant ne s'est jamais réveillé. C'est là que c'est vraiment bizarre et c'est là que ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui savait quelque chose. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui... C'est pour ça qu'on reste dans le... Même si c'est un doute, ça reste que c'est soit c'est un complot, plus un complot que, erreur de personne, là. Et de ce côté-là, est-ce que, justement, il y a du nouveau? Ça fait quand même plusieurs années. Est-ce que vous sentez que des fois, à chaque année, il y a un petit moment, il y a un petit indice qui arrive, vous rencontrez quelqu'un par hasard? Tu sais, vous savez, dans la vie, on rencontre jamais quelqu'un par hasard pour rien, là? Non, je veux dire, moi, je vous dirais là, que proche des 30 dernières années, il ne s'est rien passé. Sauf cette année. Que là, grâce aux médias sociaux, grâce à une personne que, écoutez, par une simple question, ça a débouché comme en ce moment, là. En ce moment, je vous parle. En ce moment, il y a une affiche d'elle qui se promène, sur les rues. Écoutez, elle est sur des sites. Donc, des sites web. Vous avez espoir à ce qu'on déniche quelque chose pour essayer de comprendre ce grand mystère-là et vous permettre de faire votre deuil? Je vous dirais que un espoir, mes sentiments sont neutres. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est que avec ce qui se passe en ce moment, qui est très, très positif, je me fais pas d'attente. Je me fais pas d'attente parce que je ne pensais pas que ça irait aussi loin que ça. Jamais. Est-ce que vous pensez qu'elle est encore vivante? Non. Non. Non, intérieurement, là, je vous dirais là que non. Comment qu'on traverse ces années-là lorsque, par exemple, c'est sa fête, lorsque, par exemple, c'est Noël, lorsque, par exemple, c'est la fête de votre mère? Dans les premières années, on sentait c'est pas juste un vide, c'est la tristesse. On n'en parle pas. Ça, c'est une chose qui, depuis le début, c'est un long silence, comme on dirait, là. C'était beaucoup de silence. C'est pas... comment je pourrais dire ça? Il y a des familles qui vont en parler ouvert, mais
nous, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'à un moment donné, c'est le silence. On n'en parle pas. On n'en parle pas parce que ce serait d'embarquer dans quelque chose qui est encore aujourd'hui, je vous dirais, fragile. Et qu'il demeurera encore longtemps fragile. Oui. Oui. Tout à fait. Pourquoi? Écoutez, c'est une question familiale, là, comme je vous dis. Alors, mais je peux vous dire que oui, ça c'est un silence qui risque de... Sauf en ce moment. En ce moment, il y a des choses qui se passent, donc ça a pris quand même du temps avant que j'en parle. Mais je me suis dit, avant que, au lieu que ça apparaisse comme quand c'est sorti sur Facebook, bon, ben là, à ce moment-là, bon, j'ai dit, OK, je vais parler parce que là, s'il y a des gens de ma famille qui voient ça, ils vont dire, hein, que c'est ça? Fait que là, en tout cas, au lieu d'avoir la grosse surprise, ben là, j'en ai parlé. Mais je parle à la surface. Je ne parle pas de... Je ne rentre pas dans ce qui pourrait être douloureux. Autant pour moi que ma famille. C'est votre façon de vous protéger contre cette souffrance intérieure. Ben, je vous dirais qu'à un moment donné, on n'a pas le choix parce que dès le départ, ça a été un silence. Parce que il y a moi puis un autre membre de la famille qu'on a vécu ça comme il y avait comme pas personne. Il y avait personne à côté de nous pour nous encadrer là-dedans, encadrer notre douleur, en parler, se soulager, vraiment arriver, puis que ça éclate, là, dire là, oui, j'ai mal, puis oui, puis pourquoi, puis on peut-tu en parler, puis on peut-tu... Il n'y en avait pas de ça. Il n'y en avait pas de ça. Vous avez fait votre propre thérapie? Avec les années, oui. Mais dans l'année qui a suivi, à un moment donné, le corps, j'avais des maux de tête épouvantables. Puis, on avait consulté pour savoir, bon, y a-t-il quelque chose qui marche pas ou tout ça. Mais ça a pris du temps avant que le médecin dise, mais écoutez, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la famille? Et là, enfin, oui, il est arrivé ça. Je dis, oh mon Dieu, madame, OK, c'est beaucoup, là. Fait que là, j'ai commencé à 16 ans à rencontrer une psychologue, mais pour enfants. Mais autant la souffrance était grande à la maison, autant qu'on n'en parlait pas, que autant, même en face de la psychologue, c'était le néant, là. Parce que ça sortait pas, parce que c'était trop difficile à raconter, ou parce que vous ne vouliez pas retomber là-dedans? Mais parce que intérieurement, je savais que même en parler, ça m'aurait rien donné. Ça m'aurait rien donné parce que j'aurais aimé parler à mes parents de cette douleur-là, c'est un gros mot, là. C'est un gros mot. Mais ça veut pas dire qu'ils m'ont abandonné par exprès. Qu'ils nous ont abandonnés par exprès. C'est pas ça. Mais j'ai ressenti, et une autre personne de mon entourage, on a ressenti la même chose, cet abandon-là. Mais à cause de cette situation-là, à cause de l'enlèvement de ma soeur. Donc, ça a détruit même, en tout cas, ça a compliqué les liens familiaux. Oui, ça l'a compliqué parce que à un moment donné, en parler, bon, à un moment donné, j'ai dit à la psychologue, j'ai dit, regarde, j'ai dit, pas tout à fait un an plus tard, j'ai dit, écoute, j'ai dit, on se reverra plus.
Fait qu'elle dit, mais oui, mais elle dit, tu peux pas en rester là. J'ai dit, t'as pas compris. Tu ne reverras plus. Puis est-ce que vous êtes retourné? Est-ce que vous êtes retourné? Non. Mais elle m'a rattrapée parce que elle savait qu'est-ce que je voulais faire. Je voulais en finir. OK. Moi, le suicide, je l'avais pas juste dans la tête. Là, c'était rendu, c'est là que ça se passe. Et suite à ça, il y a des personnes qui sont venues à la maison expliquer, écoutez, c'est très négatif dans la maison, il y a beaucoup de souffrance et on ne peut pas laisser votre fille ici parce que ça marche pas. Alors, dans ce temps-là, il y avait Katimavik. Oui, je connais bien. Ils m'ont envoyé à Katimavik. Bon, c'est pas mieux parce que j'étais très malade, accident, mais je veux dire, en quelque part, je peux vous dire que c'est ça qui m'a enlevé, qui est venu comme mettre un baume sur mes idées noires, mes idées de suicide. Aujourd'hui, ça va mieux? Oui. Vous avez réussi à surmonter pourquoi? Il s'est passé quand même des événements dans ma vie. Puis à un moment donné, ça m'a amené à consulter. Comme exemple, un gros accident. Puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves encore à comme un stop dans ta vie. Il y a comme encore un arrêt. Alors là, à ce moment-là, ça me faisait vivre des émotions comme dans le temps. Alors, ce qu'on a fait, c'est que la thérapie a été basée là-dessus. Sur le fait, qu'est-ce qui n'a pas été réglé qu'on pourrait régler aujourd'hui. Alors, j'ai quand même rendu plus âgée, là, j'étais dans la trentaine. Alors, et là, le thérapeute a dit, écoute, on va faire un bond dans le temps, mais il dit, pour survoler le temps, on ne restera pas là. Puis il dit, mon but n'est pas que tu restes dans cette souffrance-là. Mon but, c'est, on va aller chercher qu'est-ce qui est de bon dans ces années-là. Parce qu'il dit, il y a du bon. Puis il dit, c'est ça qu'on va aller chercher. Puis on va travailler là-dessus. Puis il dit, oui, tu vas sortir de là. Il dit, on n'en restera pas là. Et avec cette personne-là, à force de travail et d'écriture et à un moment donné, après plusieurs mois, pratiquement une année, je me suis réveillée un matin, puis c'était tellement bizarre, là. C'est comme si je voyais le soleil pour la première fois. C'est comme si, wow! Je regarde l'arbre en avant de chez moi, puis je le trouve plus beau que d'habitude. Il y a quelque chose qui avait changé. Il y a eu un long travail de fait sur vous-même. Félicitations, mais il ne faut pas oublier que tout ça part malheureusement du décès de votre sœur. Exactement. Exactement. Madame Sylvie Bélanger, merci beaucoup pour ce témoignage et j'espère vraiment que vous allez rester forte comme vous l'êtes et de plus en plus, encore plus forte. Et qui sait, peut-être que quelqu'un, quelque part, va parler, il va permettre d'élucider cette histoire. Ben, pourquoi pas. Puis, merci beaucoup de votre invitation. Ça m'a touchée et ça me fait du bien encore une fois. Merci. Bonne journée. Bonne journée. The Alternative Radio Station 96.9.